Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Frey. Aujourd'hui, je viens avec une émotion partagée entre satisfaction et grande interrogation. Il y a quelque temps, j'ai publié une vidéo demandant au gouvernement béninois de rendre publique la liste des écoles privées de médecine dont les diplômes sont reconnus par l'État. Après la sortie du porte-parole du gouvernement, M. Léandre Humbedi, les citoyens béninois réclament la liste des écoles privées qui sont reconnues. Cette liste que vous détenez là, rendez-la publique. Affichez-la. Ce n'est pourtant pas difficile. L'objectif était simple. Aider les parents et les futurs étudiants à faire de bons choix pour éviter de passer des années à étudier dans une école dont les diplômes ne sont ni authentifiés, ni reconnus, ni éligibles pour les concours de recrutement. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire que le gouvernement a répondu à cet appel. En effet, le décret numéro 2025-080 du 19 février 2025 fixant la liste des établissements privés de formation en sciences de la santé dont les diplômes sont éligibles à la reconnaissance d'équivalence en République du Bénin a été publié. Donc, merci. Merci au gouvernement béninois. Merci à son chef, le président Patrice Talon. Merci au ministre de la Santé, Benjamin Bodouri Hunkpatin. Merci au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Éléonore Yahi Ladekan. Merci à Madame Adidjatou Matis, ministre du Travail et de la Fonction publique. Merci à tout un chacun de vous pour avoir publié ce décret que vous avez chacun signé. Encore une fois, sur Achille Free TV, on ne critique pas pour critiquer. On dit simplement tout haut ce que le peuple pense tout bas, dans un contexte où beaucoup ont peur de s'exprimer. Mais quand le gouvernement agit dans le bon sens, il faut aussi le reconnaître et le dire. Je vais laisser le lien de téléchargement de ce décret dans la description de cette vidéo. Donc pour ceux qui voudraient une copie de ce décret, vous pourriez la télécharger ici. Mais après la satisfaction vient l'interrogation. Car en lisant ce décret, un détail m'a profondément interpellé. Si vous avez fait ces écoles-là, qui ne sont pas homologuées par le gouvernement du Bénin, parce que nous avons une liste d'écoles privées de formation aux professions de la santé validées, dont les diplômes peuvent faire l'objet d'équivalence au Bénin. Et je parle d'écoles privées, pas d'écoles publiques. Qu'il s'agisse d'écoles africaines ou étrangères, américaines, européennes, nous avons une liste. Il se fait que beaucoup d'autres centres ne sont pas sur notre liste d'écoles. Donc, leurs diplômes ne sont pas formellement reconnus chez nous. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'équivalence. Aucune université africaine n'y figure. Aucune école privée de médecine de la sous-région. Seuls sont mentionnés des établissements du Canada, de la France, de la Belgique et des États-Unis. Alors, je me pose ici deux questions fondamentales. La première, est-ce que cela veut dire qu'il n'existe dans toute l'Afrique aucune école privée de médecine qui réponde aux standards exigés par notre gouvernement? Pas au Sénégal, pas en Côte d'Ivoire, pas au Nigeria, pas en Afrique du Sud, pas en Égypte, au Maroc ou ailleurs sur ce continent? Vraiment? Est-ce que nous sommes en train de dire que l'Afrique est incapable de former des médecins qualifiés dans le privé? C'est dur à entendre. Et personnellement, ça me choque. Ma deuxième question est la suivante. Que va-t-il advenir de nos frères et sœurs qui ont étudié dans des universités africaines à qui vous aviez déjà délivré des équivalences, des authentifications? Vont-ils perdre leur droit à concourir, à exercer, à valoriser leur année de sacrifice? Et pour ceux-là qui pensent que l'Afrique n'a pas de talent, n'a pas de compétences, savez-vous que la première chirurgie à cœur ouvert au monde a été réalisée en Afrique? Le 3 décembre 1967, première greffe du cœur a été réalisée à Cape Town par le professeur Chris Barna, alors âgé de 45 ans, à l'hôpital Groote Schuur en Afrique du Sud. Aussi, il fut un temps où, pendant que nos autorités partaient en Europe se faire soigner en vain, c'est en Afrique du Sud qu'elles retrouvaient la guérison. Posez la question à quelques médecins du CNHU. Certains d'entre eux ont accompagné des patients en Afrique du Sud. Ils savent ce dont je parle. Regardez aussi les médecins nigérians, formés localement, qui exercent aujourd'hui aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, et brillent par leurs compétences. Alors pourquoi refuser de reconnaître le mérite quand il est africain? Pourquoi mettre l'Afrique à l'écart comme si elle était incapable de qualité? Est-ce un oubli volontaire
un manque de rigueur dans l'évaluation ou simplement une forme insidieuse de néocolonialisme intérieur? Pourquoi faire confiance aux écoles étrangères sans réserve et refuser le bénéfice du doute aux nôtres? Comme j'ai semblé le dire dans l'une de mes précédentes vidéos, je soupçonnais déjà que le conflit entre le Niger et le Bénin allait affecter certains de nos compatriotes qui y ont étudié. Et avec ce que je viens de voir, avec cette liste que vous nous présentez, je me demande si mes soupçons n'étaient pas fondés. Mais je le dis avec respect, mais avec force. Ce décret est un pas important. Mais il ne doit pas devenir une injustice déguisée. On veut des critères clairs, justes et objectifs. Pas une logique d'exclusion basée sur des perceptions biaisées. Même si d'après l'un des vôtres, gouverner c'est exclure, gouverner c'est discriminer, de grâce ne discriminez pas nos frères et sœurs qui ont étudié au Niger. Ne discriminez pas nos frères et sœurs qui ont étudié dans la sous-région. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller étudier en France, aux États-Unis, au Canada, ou même en Belgique. Oui, l'Afrique a ses problèmes, mais elle a aussi ses talents, ses écoles, ses centres d'excellence. Et si le gouvernement de la rupture veut vraiment réguler, qu'il le fasse sans mépris pour son propre continent. Notre combat n'est pas contre quelqu'un. Notre combat est pour la justice, la transparence et l'égalité de traitement. Mais merci aussi d'entendre ces voix qui alertent, qui questionnent et qui refusent de se taire devant l'injustice. Parce que aimer son pays, c'est parfois aussi lui dire ce qu'il refuse d'entendre. Les plaintes, il y en aura toujours, comme il y en a ici et ailleurs, quel que soit le niveau de développement qu'on a atteint. Si ça n'est pas que tel hôpital, du fait de sa réputation ou de bons services, est pris d'assaut, ce serait peut-être qu'il n'y a pas encore suffisamment de médecins ou de spécialistes ici, parce que prenez n'importe quel centre, hein, vous avez peut-être qu'aujourd'hui 5 spécialistes, on parle de cardiologie, vous avez peut-être 5 spécialistes, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être 5 spécialistes, et voilà qu'on met un scanner avec option cardiologie, et ça va faire que là où il n'y a pas ce type d'équipement, les gens qui vont ailleurs vont courir désormais pour venir là. De sorte que les 5, s'ils étaient 5, peuvent être débordés du jour au lendemain parce qu'il y aurait une plus grande affluence. Bon, on ne souhaite pas qu'il y ait des malades, et encore moins de plus en plus de malades du cœur. Mais c'est pour illustrer ce que nous disons. De sorte que notre engagement, nous, c'est anticiper autant que possible en mettant à disposition les équipements de qualité, en recrutant aussi en masse dans le secteur santé et en modernisant de plus en plus le plateau technique. Et quand on fait ça, c'est espérer que de moins en moins, il y ait des plaintes à enregistrer et à gérer. L'anticipation, certes, je ne vous mâche pas la langue, l'anticipation, certes, M. Ongwidji, mais est-ce à dire que les autres unités, c'est-à-dire les autres spécialités, sont déjà comblées en matière justement d'infrastructures modernes? On a fait un effort depuis quelques années d'équipement de presque tous les hôpitaux, centres de santé publics. On modernise le plateau technique. Et ça, c'est un processus continu. Ce qu'on fait aujourd'hui ne sous-entend pas qu'on n'en ferait plus dans quelques mois, dans quelques années. Donc, c'est un processus et nous allons crescendo. Il y a eu des équipements, il y en a maintenant et il y en aura encore après. Monsieur Ongwidji, on comprend les efforts du gouvernement pour améliorer le plateau technique, moderniser. Je reprends votre mot. Justement, parlant de modernisation, l'une des plaies de tout système médical, de toute offre médicale, c'est justement le diagnostic. Quand il est faussé, cela hypothèque la qualité du traitement mis en place et donc la santé. Il a été récurrent de remarquer à un certain moment du pays, justement, la qualité des diagnostics, ce n'est pas seulement au niveau de l'imagerie médicale, mais également des analyses de sang, de sorte que, justement, les patients se voient obligés d'aller à l'étranger. Est-ce que le niveau, les standards des équipements acquis, on s'est assuré que c'est vraiment au top pour éviter cette sorte d'exode sanitaire? Il n'y a aucun doute à avoir sur la qualité des équipements. Mais vous évoquez des situations qui peuvent relever soit de la défectuosité des équipements, soit du manque d'expérience ou de fautes professionnelles parfois des acteurs. Nous, en veillant à mettre autant de rigueur, tel que nous faisons depuis quelques années, de façon générale dans le pays, mais en particulier dans le secteur santé, c'est parce que nous voulons avoir des professionnels qualifiés,
conscients de leurs responsabilités et disponibles pour les populations. Donc qu'il y ait des erreurs médicales parfois, qu'il y ait des défauts dans le diagnostic au point de mettre en difficulté la qualité ou l'efficacité des soins qui viendraient à être administrés aux patients, c'est un fait. Nous souhaitons qu'il y en ait de moins en moins parce que nous travaillons justement à avoir des professionnels. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans le même Conseil des ministres, la décision relative à nos concitoyens qui se font former à l'étranger, et quand je dis à l'étranger, il faut encore circonscrire, dans des écoles privées de formation aux professions de santé dont on ne maîtrise pas grand-chose. Qui est le promoteur de cette école? C'est quoi son profil? Qui sont ceux qui dispensent les cours? C'est quoi leur profil? Les gens y entrent avec quel diplôme? Regardez par exemple au Bénin, vous ne pouvez pas avoir accès à ces formations sans au minimum le bac. Sans au minimum le bac. Ou anciennement le BEPC plus un diplôme d'infirmier ou de sage-femme d'État, donc équivalence bac, avant de pouvoir y aller. Or, dans la sous-région, on connaît des écoles où on ne se formalise pas trop autour du diplôme de base que vous apportez. Vous pouvez être titulaire du BPC, du CEPE ou même pas. Et puis, vous avez accès à ces écoles et vous en sortez diplômé. Donc, on a commencé à faire un tri parce que, à l'observation, et l'ARS faisant son travail, les missions d'inspection du ministère, on a relevé des cas, justement. Et je ne veux pas dire que c'est exclusivement de le faire, mais on a relevé des cas de mauvaises pratiques, d'erreurs, avec des conséquences irréversibles parfois pour les patients. Et on s'est intéressé à la question pour voir qu'il y avait une forte affluence de certains de nos enfants vers ces écoles qui font parfois dans la publicité surabondante sans donner aux parents les moyens d'apprécier la qualité des enseignements qui y sont donnés, lesquels parents, voulant le meilleur pour leurs enfants, croient que ces écoles offrent de bonnes conditions et vont faire inscrire les enfants. Et puis, eux, ils ne sont pas responsables du contenu des cours là-bas. Donc, on veut désormais que ces enfants qui ont été, vous voyez la cohérence de la décision, on leur offre de venir faire un recyclage. Si vous avez fait ces écoles-là, qui ne sont pas homologuées par le gouvernement du Bénin, parce que nous avons une liste d'écoles privées de formation aux professions de la santé validées, dont les diplômes peuvent faire l'objet d'équivalence au Bénin. Et je parle d'écoles privées, pas d'écoles publiques. Qu'il s'agisse d'écoles africaines ou étrangères, américaines, européennes, nous avons une liste. Il se fait que beaucoup d'autres centres ne sont pas sur notre liste d'écoles. Donc, leurs diplômes ne sont pas formellement reconnus chez nous. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'équivalence. Mais comme les enfants y ont été, que leurs parents ont déboursé, nous disons, bien, ils ont eu ces diplômes-là. Ils veulent venir servir au Bénin. Dans l'administration publique ou dans le privé, on les soumet à un recyclage pendant un an. Exactement comme vous devez le savoir, vous. On a des médecins qui sont formés au Bénin, y compris dans notre université publique et surtout, mais qui vont à l'étranger parfois et on les soumet à une reprise d'année avant de leur reconnaître la qualité de médecin. Donc nous disons désormais, ceux qui ont eu ces diplômes, d'accord, c'est peut-être pas leur faute, mais pour qu'on soit sûr qu'intervenant sur l'humain, ils le fassent avec conscience et efficacité, on va s'assurer du bagage intellectuel qu'ils ont et de leur conscience professionnelle, dont ils feront un an de recyclage, renforcement de capacité. À l'issue, avec le test qu'ils font, ceux qui en sortiraient positivement auront l'équivalence. Ceux qui n'y arriveraient pas auront la possibilité de reprendre une fois. Ceux qui seraient en dessous de minima exigibles, on considérerait que, bon, franchement, c'est probablement des gens qui se sont perdus de chemin parce que leur vocation n'était pas là. Ces séances de recyclage de stage, vous venez de le dire, ceux dont les niveaux seront confirmés recevront certainement d'office leur équivalence de diplôme. Alors, pour ceux-là qui devront suivre tout un processus de stage, voilà, de remise à niveau, alors, après cela, quel soit leur sera réservé? Est-ce un recrutement d'office dans l'administration, enfin, dans la fonction publique, ou bien vous les laissez se débrouiller après? Non, en fonction des besoins. Regardez, là, par exemple, le ministère du Travail, en lien avec celui de la Santé, organise le recrutement de 796 agents au profit du ministère de la Santé. Préalablement, nous avions déjà recruté des milliers.
Peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, on aura besoin de recruter 2000 à nouveau. Si en temps, ils ont eu leur certification chez nous, leur habilitation à exercer, ils sont libres de participer au concours ou bien ouvrir pour leur compte. Mais désormais, sans ça, vous n'avez pas le quitus au Bénin pour vous installer ou pour prendre part à un concours de recrutement dans la fonction publique. C'est à l'honneur du gouvernement parce que la santé n'a pas de prix, c'est une matière délicate, on ne peut pas s'amuser avec ça. Le recyclage, la remise à niveau, c'est aux frais de qui? Le ministère de la Santé fera savoir les conditions spécifiques. Dans tous les cas, l'État mettra à disposition le cadre, le personnel, et puis s'il y a une contribution que ces personnes doivent verser pour prendre part à ce recyclage-là, les modalités, les montants leur seront indiqués le moment venu. Je voudrais soumettre à votre... je ne vais pas utiliser le mot conscience du gouvernement, mais enfin, mettre sur la table une situation liée à la qualité et à la pénurie potentielle d'un personnel spécialisé dans l'univers du diagnostic médical. Ce sont les médecins biologistes. Ils sont très utiles et offrent une expertise affinée justement en la matière. Et la question, me semble-t-il, aurait été adressée au ministre de la Santé. Comment est-ce que c'est traité par le gouvernement? Monsieur Sonovo, est-ce que vous avez des doutes que un gouvernement qui a investi autant dans la santé, un gouvernement qui a réalisé l'hôpital de référence de Calavi ne se préoccupe pas de cette dimension de votre question? Donc, or, avec ce que nous faisons aujourd'hui, nous disons qu'il y a une certitude. La dynamique qui est en cours, qui est faite d'exigences soutenues, accrues, de plus en plus au quotidien, est telle que nous arriverons forcément à terme, et je suis convaincu que ce ne sera pas à long terme, nous arriverons à un moment où l'exigence est partout. Les normes et standards en vogue ici correspondent à ce qu'il se fait de mieux ailleurs. Quand on commence généralement, nous sommes incompris, vous êtes les premiers à nous taper dessus. Et derrière vous, les journalistes. Vous n'avez pas nous faire le procès d'une exigence. Monsieur Sonovo, quand nous commençons généralement, vous des médias, vous trouvez que, mais ils sont trop exigeants, on est quand même au Bénin, avec nos habitudes parfois approximatives. Pourquoi ils ne nous laissent pas végéter dans... Et puis, avec vous parfois, un instant madame, avec vous parfois, les populations, puis, à l'observation, au bout du rouleau, chacun se dit, oh mais le président il avait raison, le gouvernement il avait raison parce qu'on commence à voir les effets. Je vais vous donner, on va caricaturer. Aujourd'hui, Cotonou, j'entends des citoyens qui disent, il y a trop de travaux dans Cotonou parce qu'on a du mal à circuler. Oui, il y a trop de travaux. Moi, je ne dirais pas trop. Je dirais qu'il y a beaucoup de travaux. Asphaltage. Vous pensez que quand vous allez dans toutes les rues asphaltées, là, tous les habitants de ces rues, vous pensez qu'ils sont pressés à la même enseigne que l'asphaltage se fasse? Les gens qui ont leur petit commerce dans la rue, en excroissance de leur domaine, ceux qui ont les baraques sur la place publique, lorsque l'asphaltage doit passer, il faut dégager, non? Mais vous pensez que ces personnes sont aussi pressées que les autres parce qu'elles se disent, les 6 mois ou 8 mois que ça va durer, je suis obligé de me déplacer alors que si on me laisse dans ma poussière ici, dans ma saleté, j'ai ma baraque, au quotidien je gagne 500 francs, 1000 francs, alors que pendant la durée des travaux, peut-être que je gagnerais 300 ailleurs, mais beaucoup ne se disent pas, ok, je vais avoir quelques désagréments. Mais là où je suis, je dis à mon propriétaire ou moi-même, j'aménage rapidement une petite boutique à la maison, attenante à la clôture, donc ouverte sur la rue, pour que dans 6 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, j'ai une boutique digne du nom pour la rue en cours d'asphaltage et que mes clients viennent ici avec des commodités améliorées. Donc voilà parfois les paradoxes auxquels on doit faire face, mais notre devoir, c'est de convaincre les populations et de dire ce que nous faisons là, c'est le chemin pour gagner l'amélioration des conditions de vie au plan collectif comme au plan individuel. Monsieur le porte-parole, c'est un paradoxe purement humain, c'est humain. L'homme est ainsi fait, on s'agace des désagréments de circonstances, mais on se réjouit des perspectives futures. Cependant, ce qui intrigue et qui interroge parfois, au détour de ce déploiement massif de chantiers de travaux par le timing fin de mandat, c'est justement de se demander si, en déployant tout ce trésor de travaux publics, Talon a vraiment envie de partir. Oh là là. Mais il se ménage un dernier tournant confortable. Alors, merci à tout un chacun d'avoir suivi cette vidéo.
C'est ici que je m'arrête aujourd'hui. Merci de la liker, de me laisser vos impressions dans les commentaires et surtout de la partager afin qu'elle puisse atteindre nos autorités. Quant à moi, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Ciao.